Depuis près de 2000 ans, les enseignements de Confucius constituent la pierre angulaire de l'éducation chinoise. Les notions de méritocratie, d'obéissance et d'autorité morale ont façonné durablement le paysage politique et économique du pays. Confucius considérait les rites et les cérémoniales comme le ciment d'une nation. Aujourd'hui encore, ce concept régit aussi bien les célébrations officielles que le noyau de la société chinoise, la famille. Kongfuzi, personnage semi-mythique, est considéré comme le personnage le plus important de l'histoire de Chine et probablement de l'histoire de l'éducation. Appelé premier des sages, saint des saints, modèle des 10 000 générations, premier éducateur et simplement maître Kong, en chinois Kongfuzi, latinisé en Confucius par les jésuites. Issu d'une famille de fonctionnaires déclassés, il travailla longtemps dans l'administration avant de parcourir la Chine pour transmettre ses enseignements et sa doctrine morale. Il finit par revenir dans la principauté de Lu pour se consacrer à l'écriture et à l'enseignement. Érudit, passionné et polyvalent, il était déjà très réputé de son vivant, qu'il partagera avec un autre père de la Chine, Lao Tzu. Il arrive à la période dite des printemps et des automnes, au moment où la Chine, sous une brise de liberté, passe de l'esclavagisme au féodalisme, et où l'aristocratie perd un peu d'emprise, permettant aux maîtres d'ouvrir une première école privée ouverte à tout niveau social. « Mon enseignement est destiné à tous, sans distinction », disait-il. Il y forma 3000 disciples, dont 72 parviendront à maîtriser les 6 arts. La qualité de son instruction était exceptionnelle pour son époque. Perfectionniste, il se servait de chaque expérience passée pour améliorer continuellement sa doctrine. Kongfuzi, qui avait bien appris à comprendre les hommes, avait cerné que, bien qu'ils se ressemblent par leur nature, sont très différents dans leur comportement. Pour lui, élever le niveau de moralité et de vertu de chacun élèverait le royaume tout entier. Cette doctrine sera graduellement assimilée et élevée en grande tradition de la société chinoise. Il amène aussi l'idée que le mérite doit prévaloir à l'héritage, car en cherchant à valoriser les plus capables, alliant compétences et vertus, l'administration s'en trouvera que plus efficace. Cette idée fera son chemin pour servir de base au futur système de sélection élitiste de la Chine, mais n'écarte pas les aristocrates, pouvant se permettre de payer des précepteurs pour leurs enfants. La Chine reste donc une plutocratie élitiste, laissant tout de même une petite chance au prolétariat de se hisser socialement. Deux axes principaux composent l'éducation confucéenne. Le premier et le plus important est la morale, dont le cœur est l'humanité, ou bienveillance, le ren, c'est-à-dire l'amour du prochain. Elle se manifeste dans tout rapport humain et est mère de nombreuses qualités. Allié à la voie du Tao, le Tao Do King, chemin de l'équilibre invitant à fuir l'excès. Ces enseignements visent à faire une société d'hommes honnêtes, droits et solidaires. Son éthique deviendra très vite la base des rapports sociaux en Chine. La formation intellectuelle forme le second axe de l'éducation chinoise. Kongfuzi mit au point 6 manuels encore d'usage. Le livre des odes, Shi, des documents, Shu, des rites, Li, de la musique, Yue, qui a été perdue, des mutations, Yi, des annales du printemps et des automnes, Xinchu. Ces ouvrages traitent de sociologie, d'éthique, de philosophie, d'histoire, de politique, d'économie, d'art et de culture. Ces manuels sont nommés Jing, pour canonique ou classique, et servent depuis plus de 2000 ans, aux côtés des 6 arts. Dès 124 après Jésus-Christ, cet ensemble sera la seule base de l'éducation autorisée dans l'Empire. Malheureusement, l'éducation chinoise se passera donc jusqu'au XXe siècle, de sciences naturelles, commerciales et agricoles, et le travail manuel ainsi que ceux le pratiquant y seront méprisés. Dès 206 avant Jésus-Christ, la dynastie Han s'installe au pouvoir. Celle-ci fera évoluer le système de validation des élèves, passant d'une aristocratie héréditaire, le Xiaolian,
dans lequel on n'avançait que par recommandation, c'est-à-dire pistonnage, à un système méritocrate extrêmement élitiste, le mandarinat. En premier lieu, on deviendra mandarin par le système des 9 rangs, un système qui n'est pas sans rappeler le système de notation des citoyens mis en place récemment par le gouvernement chinois, et qui consiste à classer socialement les individus en fonction de leurs origines sociales, de leur caractère, de leur conduite morale, de leurs aptitudes fonctionnelles et cognitives. Dans les faits, on reste dans un système aristo-plutocratique, les notations étant rarement objectives. Pour l'essentiel des élèves, eux-mêmes fils de mandarins, leur enseignement est assuré par un précepteur qui vit avec la famille. Il faut savoir que la famille en Chine est très élargie. On parle de clans, des branches entières d'un arbre généalogique remontant parfois à un ancêtre pluriséculaire, de plusieurs dizaines de couples à de véritables micro-États qui mutualisent tout, y compris l'éducation de leurs enfants. Ainsi, les familles riches s'offraient des précepteurs réputés, leur allouaient des locaux où il fera l'école. Chaque famille a son propre système pédagogique, tout en restant dans le cadre des traditions chinoises. On trouve en général 1 à 2 écoles par quartier. Elles sont plus rares en campagne et quasi inexistantes dans les régions pauvres. Certains mécènes financent aussi des écoles ouvertes à tous et gratuites dans les grandes villes, auxquelles les locaux feront des dons réguliers pour en assurer la pérennité. Les places y sont rares et généralement accordées par recommandation ou examen. En entrant dans l'école, on salue, on se prosterne et on fait des offrandes d'encens et de riz à la tablette de Kung Fuzi. Les quelques Chinois qui se convertiront au christianisme seront souvent déscolarisés, car considérant ces adorations comme une idolâtrie païenne. Les études portent quasi uniquement sur les œuvres du maître, dont les élèves devront s'imprégner et diffuser massivement les paroles. En voici quelques-unes. Il faut éduquer le fils dès son bas âge. Il faut lui apprendre à se mouvoir, à se tenir, à parler, à se conduire en visite, à distinguer ce qu'il doit aux vieillards et aux jeunes gens. À 4 ou 5 ans, montrez-lui à faire la référence et à compter. Vers 6 ou 7 ans, enseignez-lui les caractères. Tant que l'enfant est petit, ne l'habituez pas à bien manger et à être bien vêtu. Qu'il n'ait ni faim ni froid, cela suffit. Quand il aura étudié quelques années, et saura faire le discours entier, envoyez-le aux examens. Si vous ne voulez pas qu'il étudie, après quelques années, quand il saura se reconnaître dans le texte d'un contrat, d'une quittance d'impôt, écrire un compte, retirez-le de l'école et mettez-le aux travaux des champs. Mais ayez soin de lui faire prendre des manières sociables. Quand sur le chemin tu rencontres un supérieur, il faut lui faire la révérence. Si le supérieur ne dit rien, t'effacer debout dans l'attitude du respect. Quand le supérieur a passé, il faut attendre qu'il ait fait une centaine de pas pour le remettre à l'aise. Devant un supérieur debout, un plus jeune ne doit pas s'asseoir. Et si le supérieur est assis, le plus jeune ne peut s'asseoir que quand il en a reçu l'ordre. Devant un supérieur, le ton de voix doit être bas, mais intelligible. À l'école, les élèves se lèveront pour répondre ou parler au maître. Chaque matin, avant la classe, chaque soir, avant de partir, ils lui feront une profonde révérence. Il faut que tous les rites soient accomplis avec sérieux et non par manière d'acquis. L'enfant reste 4 à 5 ans en école inférieure, qu'on appellera école primaire, jusqu'à ses 11 ou 12 ans. À raison de 20 à 30 élèves par classe et par maître, chaque élève a une page de leçon différente du voisin, le maître l'appelle, la lit à haute voix afin que tous la recopient. Et on passe au suivant. Les élèves récitent aussi tous ensemble à tue-tête certaines pages. Ce bourrage de crâne dure de 7h à 18h, avec une pause de 10h à midi. Et cela 7 jours sur 7, le concept de semaine n'existant pas en Chine, avec seulement une vingtaine de jours de fête en guise de congé dans l'année. Il apprendra à reconnaître, à tracer et à prononcer les caractères. Il étudie et récite par cœur des livres entiers de listes de mots, de noms et de prénoms, écrits en mandarin, langue uniquement administrative, qui est au chinois ce que le latin est au français. On ne lui explique pas ce qu'il apprend, on ne lui en demande pas le sens. Il doit se contenter de tout retenir bêtement. Sa mémoire se développe énormément, mais ses capacités de raisonnement et d'observation sont atrophiées. La plupart s'arrêteront en primaire avant de rejoindre les champs, sans aucun savoir mathématique, géographique ou scientifique, avec une maîtrise pauvre de la langue écrite comme parlée. Il ne connaît que des bribes de phrases toutes faites, tels des slogans appris par cœur et recrachés sans en comprendre le fond. Quant aux filles, elles n'iront pas du tout à l'école.
leur mère leur apprendra les 3 soumissions. Fille obéit au père, femme au mari, veuve au fils. Et les 4 vertus, fidélité conjugale, modestie de langage, décence des manières, amour du travail. La suite du parcours est destinée aux aspirants mandarins. Les écrits de Kongfuzi y seront attentivement étudiés et développés. À ce moment-là, l'enseignement était donné en fonction des aptitudes des élèves, par étapes et en guidance. L'étude devait être un plaisir, comprenant théorie, recherche et pratique. L'élève et le maître apprenaient mutuellement et continuellement, en appliquant leurs principes, afin d'enseigner aussi par l'exemple. L'introspection et l'autocritique y ont une grande place. Les enseignants se devaient d'être passionnés, voire zélés, ainsi que très cultivés. Ils doivent aussi aimer sincèrement leurs élèves, les connaître, les comprendre et s'adapter à eux, afin qu'ils s'épanouissent. Ils doivent avoir des convictions politiques fermes, dans le sens de l'État, évidemment. Être prudents, modestes et désintéressés. S'exprimer élégamment, avec morale et justice, et ce, de manière vivante. La composition de texte, en prose et en vers, est le cœur de la méthode d'apprentissage. Durant 7 à 8 ans, ils apprennent des idées préconçues, des expressions consacrées à des circonstances spécifiques et acquièrent une excellente maîtrise du pinceau, au détriment de l'innovation et de l'observation. Vers 18 ans, ils sont prêts à passer les concours impériaux. Dès 606 et pendant 1300 ans, la Chine met en place un système méritocrate de sélection des meilleurs élèves afin de garnir sa bureaucratie, les examens mandarinaux. Tout homme de tout âge, en situation régulière, a le droit de se présenter et de tenter de devenir fonctionnaire de haut rang. Entre 24 et 72 heures d'épreuves intenses, en fonction du degré auquel l'élève prétend, attendent les candidats. Interrogés sur les 6 arts, les 5 classiques, la stratégie, le droit et la fiscalité, des épreuves de plus en plus dures trient les candidats en 5 degrés. Tongsheng, les aspirants reçus à l'examen de sous-préfecture. Xiukai, les talents en fleurs reçus à l'examen préfectoral annuel, équivalent de bachelier. Juren, lettrés sélectionnés reçus à l'examen provincial triennal, équivalent de licencié. Gongshi, clerc présenté, reçu au concours général de la capitale après une préqualification. Et Jinshi, clerc promu, reçu au concours impérial triennal, équivalent de docteur. Les temps de composition varient pour chaque épreuve, et les séances durent du lever au coucher du soleil. En costume officiel, les candidats sont côte à côte dans des places attitrées dans une salle scellée qu'ils ne peuvent quitter avant d'avoir fini. Pour les concours triennaux, ils sont enfermés dans des loges d'1,85 m de haut, 1,15 m de long, 0,9 m de large, avec 4 planches servant de table, d'assises et de lit. Rien que pour les épreuves de Nankin, on en compte 20 646 et 10 000 personnes, comprenant les examinateurs et divers valets, sont chargés d'assurer la mise en place des épreuves. Peu réussiront. Pour environ 200 000 candidats dans tout l'Empire, 320 docteurs, 1484 licenciés et quelques milliers de bacheliers sont reçus. Ceux n'en ayant plus les moyens seront déclassés. L'État ne s'occupant que des examens, estimant que l'éducation est le rôle du père, ne s'occupe pas de l'instruction publique. La réussite était donc réservée aux plutocrates qui pouvaient payer de bons précepteurs. Le peu d'écoles ouvertes aux pauvres ne suffisant pas à établir une égalité des chances. Pour ceux qui sont reçus, ils recevront une tenue et coiffe à la couleur de leur rang. Ils devront parler mandarin et il leur sera interdit de se marier ou posséder des biens dans la région où ils officieront, dont ils changeront tous les 3 ans. Vers 1600, les jésuites ramèneront de leur mission les idées du maître. Elles influenceront à jamais l'Occident, initiant les révolutions bourgeoises par ces doctrines athées, moralistes et économiques. D'Holbach, Voltaire et Quesnay s'en revendiqueront. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je tiens aussi à remercier l'Institut national de la recherche pédagogique pour son travail et sa documentation colossale.